Merci beaucoup. C'est génial d'être avec vous. J'aurais aimé écouter sur ce qui a été dit hier, puisque j'ai entendu dans l'introduction quelque chose sur le problème de théorie moderne monétaire, ce qui me fait questionner sur quoi vous avez discuté hier, mais je suis certain que je vais en apprendre plus dans la portion après vos remarques. Alors, je vais continuer. Commencer. Alors, je vais vous expliquer d'abord mes conclusions puisque je crois que elles vont apparaître quasiment choquantes de quelques-uns d'entre vous qui m'écoutent en ce moment. Alors, commençons par dire, je ne crois pas que les États-Unis ou le Canada a besoin d'un plan pour, entre guillemets, gérer avec la dette et les déficits après la pandémie. Il n'y a pas de problème de dette ou déficit à gérer. Ce que nous avons, c'est un problème de Recording in communication. progress. Euh, en partie l'éducation, en partie de langage, pas un problème financier. Et la profession économique est à blâmer. Alors voilà ce que je crois est la réalité. Les déficits fiscaux sont tout à fait normaux. Elles ne sont pas seulement tout à fait normales, mais d'habitude, elles sont une bonne chose. Nous avons besoin de quasiment tout le temps, surtout dans les États-Unis. Les gouvernements ne prêtent pas leur propre argent. C'est cela que je veux dire lorsque je dis qu'il y a un problème de langage. Il n'y a rien à repayer puisque la chose que nous appelons la dette nationale est déjà l'argent. Alors, commençons avec le théorie monétaire moderne ou TMM. Je vais vous expliquer ce que c'est. Je ne sais pas ce qui est vos interprétations, mais voilà ce que le TMM nous dit. Elle nous dit de commencer en reconnaissant que l'argent en soi, le dollar américain ou canadien, est en monopole public. Elle est une monnaie publique sous le contrôle de la gestionnaire de cette monnaie. Si j'ai essayé de créer un dollar américain, c'est illégal et j'irai en prison. Seulement le gouvernement des États-Unis peut créer ou ses agents fiscaux, surtout les réserves fiscales, peuvent émettre ce monnaie. Personne d'autre peut le faire et le même est pareil dans d'autres pays, l'Angleterre, le Canada, le Japon, etc. On a une unité monétaire souveraine de gouvernement. Ce qui se passe est que nous avons les séquences à l'inverse. Nous croyons que les gouvernements ont besoin de notre argent et nous l'entendons tout le temps. Où est-ce que le gouvernement va trouver l'argent pour faire ce programme ou l'autre? Comment est-ce qu'ils vont le payer? Et on nous a appris que le gouvernement est dépendant de nous, la personne qui paie les impôts, et que le gouvernement a en gros deux options lorsque ça s'en vient de payer les facteurs. C'est d'augmenter les impôts ou ils peuvent prêter, ce qui est vraiment une façon de dire les impôts dans le futur, que le fardeau tombera sur la personne qui paierait les impôts dans le futur. Mais l'idée est que le gouvernement a besoin de ranger ses finances avant, en lavant les impôts ou en prêtant. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Ils vont aux personnes qui paient l'impôt ou ils vont aux les personnes qui épargnent, qui ont accumulé un surplus d'argent qui peuvent être puisés par le gouvernement qui veulent prêter une portion de cet argent. Alors, le modèle mental avec quoi nous travaillons, et je parle de ça dans mon livre, c'est le modèle TABS, TABS. Alors, de lever les impôts et de prêter. L'idée qu'il faut prendre les impôts ou prêter d'abord et ensuite vous pouvez
dépenser. Et dans mon livre, je dis que ce modèle est tout à fait à l'inverse. Ça a besoin d'être à l'inverse. Personne pourrait utiliser les dollars canadiens ou américains de soit payer avant que les dollars soient dans nos mains. Nous avons besoin des dollars avant de payer les impôts. La séquence est à l'envers. Et je crois que lorsque nous comprenons que les unités monétaires sont une monopole souverain et nous avons bien compris la séquence, quasiment toutes les autres choses drôles qu'on nous a appris commencent à se présenter en tant que ridicule et pas correct. Alors, comment c'est? Le gouvernement fédéral donne l'argent et nous utilisons l'argent. Les domiciles ne créent pas l'argent, nous utilisons. Les entreprises utilisent la monnaie. Les États spécifiques aux États-Unis, les provinces au Canada utilisent la monnaie. Le gouvernement fédéral est différent. En tant que la personne qui crée la monnaie ne peut jamais ne pas avoir d'argent. C'est quelque chose que le président Obama a expliqué au peuple pendant la crise financière en 2008 et le président fut demandé à quel point est-ce que le gouvernement n'a plus d'argent. Il a dit en télévision publique, le gouvernement n'a plus d'argent. Mais cela fut illogique et cela a rendu les États-Unis, la réponse des États-Unis inadéquate et cela a mené à une façon de résoudre la pandémie de façon inefficiente. Alors, le déficit qui a augmenté et il y a eu une aversion totale d'utiliser la politique, ce qui avait besoin d'être fait afin de restaurer la croissance et les emplois et d'avoir une façon de guérir adéquate. Alors, nous avons nous avons émis les phrases ridicules que nous aurons plus d'argent et les générations qui nous suivra aura des fardeaux. Mais les gouvernements qui créent la monnaie ne prêtent pas leur propre argent. Alors vous, je crois que vous avez entendu quelque chose d'intéressant au Canada après la COVID. Vous avez entendu le premier ministre Justin Trudeau dire quelque chose de très clair. Nous avons pris la dette afin que vous n'aurez pas besoin de la faire. Sauf que je n'utiliserai pas le mot dette, il était correct. Il avait tout à fait raison de la façon qu'il a communiqué, la différence de ce que le gouvernement pouvait faire et de ce que tout le monde d'autre pouvait faire. Le secteur privé est nécessairement, nous dépensons moins. Le gouvernement fédéral, puisqu'il a le pouvoir de la monnaie, ils peuvent dépenser plus même si les revenus d'impôts sont vraiment trop bas. C'est une bonne chose. Cela permet au gouvernement fédéral de stabiliser l'économie lorsque tout le monde d'autre essaie de dépenser moins. Les résultats budgétaires, évidemment, le gouvernement fédéral peut faire de façon discrétionnaire le budget. Il peut choisir d'introduire de nouveaux programmes, d'introduire les impôts. Ils peuvent de façon proactive augmenter le déficit, mais la plupart du temps, le résultat du budget est endogène. Cela veut dire qu'il reflète ce qui se passe dans l'économie réelle. Si l'économie est faible, même si le gouvernement ne fait rien et dit qu'il ne répondrait même pas les difficultés de l'économie, le déficit explosera ou elle va augmenter au moins. Pourquoi? Puisque lorsque l'économie se contracte, les personnes perdent les emplois, tout se ralentit s'il y a moins de salaires, il y a moins d'impôts et le gouvernement dépense de plus en plus sur les choses comme le soutien des emplois à travers plusieurs programmes. Nous appelons
ça les stabilisateurs automatiques économiques. Alors, le déficit augmenterait avec ou sans? Oui. Est-ce que je pourrais vous demander de parler un peu moins rapidement? Oui, mes excuses. Alors, le déficit augmentera avec ou sans le gouvernement agissant de façon active. C'est cela que je veux dire lorsque le résultat budgétaire est endogène. Dans une économie forte comme nous l'avons eu dans les années 90, le budget fédéral fourmille dans un surplus sur la force de l'activité économique. Alors, pour la plupart endogène, puisque le secteur privé d'habitude veut épargner. Alors, ça veut dire qu'elle veut dépenser moins qu'elle gagne. Ça veut dire qu'un secteur de l'économie peut dépenser moins que son salaire et si une autre partie de l'économie dépense plus que son salaire. Ce que je veux dire, c'est que les déficits gouvernementaux permettent le parti non gouvernemental, la partie privée et le reste du monde d'atteindre leur désir d'épargne. Cela vient du travail d'un économiste d'Angleterre très important, Ian Godley. Il fut le pionnier du cadre balance secteur que nous utilisons dans le TMM afin de mettre le déficit gouvernemental en contexte. Alors, vous ne pensez pas au déficit en isolation en tant que numéro dans un article de journal ou reportage. Mettez le déficit dans le contexte de l'échiquier de tout le monde d'autre. Il faut la faire puisque cela n'a pas de signification en dehors de la façon dont le déficit de budget gouvernement interagit avec d'autres parties de l'économie. Alors, Godley nous expliquera de briser l'économie dans trois parties. Vous avez eu le secteur public domestique du gouvernement, le secteur privé et ensuite le reste du monde. Et vous pouvez la faire pour n'importe quel pays au monde, de la briser dans trois parties. Et ce que vous trouverez est qu'au moins un des morceaux sera en déficit. Vous n'avez pas d'équilibre salaire égal dépenses dans chaque morceau de l'économie. Cela ne fonctionne pas comme ça. Quelqu'un aurait un déficit. La question est, qui est-ce que nous voulons de prendre la position déficitaire? Dans les États-Unis, nous corrons les déficits d'échange avec le reste du monde, ce qui veut dire que le reste du monde est en position de surplus contre les États-Unis. Alors, pensez à leur vert qui se augmente de l'or. Si le reste du monde est en surplus, cela laisse seulement deux autres verts. Cela sera soit le secteur gouvernemental ou le secteur privé états-unisien. Il faut choisir laquelle on aimerait être en déficit. On ne peut pas avoir tous trois verts en surplus. Cela est pas possible. Alors, ce que j'essaie de faire, ce que j'ai dit au début, que les déficits sont normaux et normalement une bonne chose, particulièrement dans les pays comme les États-Unis, qui ont les déficits actuels contre le reste du monde. Cela nous laisse seulement deux options. Soit le secteur privé des États-Unis sera en déficit ou le gouvernement aura un déficit. Alors, posons-nous laquelle est le plus durable. La personne qui crée la monnaie de dépenser plus que de la prendre ou l'inverse. Je crois que la question, la réponse est évidente. La personne qui utilise la monnaie ne pourrait pas avoir les déficits en perpétuité. La personne qui crée la monnaie pourrait. La limite est l'inflation. Voilà ce qui la contraint et n'a pas plus d'argent, comme Obama a dit. Cela n'est pas le gouvernement
américain qui va devenir la Grèce, ce n'est pas les autres des phrases qu'on entend des politiciens. C'est l'enf... Alors, recontextualisons le déficit, puisque je crois qu'il est extrêmement important pour les personnes comprennent dans les termes les plus simples possibles, puisque ce que nous appelons le déficit gouvernemental n'est rien de plus que la différence entre deux chiffres. C'est tout, la différence entre deux chiffres. Le premier, combien de dollars le gouvernement dépense dans l'économie à chaque année, et l'autre numéro est combien d'argent le gouvernement retire à travers le levier des impôts. Alors, si le gouvernement ajoute plus qu'il soustrait, s'il dépense 100 dollars dans l'économie et ne taxe seulement 90, nous étiquetons cela un déficit gouvernemental et nous disons moins 10 sur le chiffre d'affaires gouvernemental. Mais nous oublions, c'est les comptables, la contrepartie du gouvernement déficit. Le déficit est en surplus économique dans une autre partie de l'économie. Quelqu'un va gagner 10. Le déficit gouvernemental sont égalés avec les sous. Vous n'avez plus de sous. Par en surplus dans une autre partie de l'économie. Leur rouge et notre noir. Alors, une fois que nous le comprenons de cette façon, vous pouvez uniquement tirer la conclusion que, au moins dans les termes financiers, chaque déficit gouvernemental est bien pour quelqu'un puisque leurs déficits sont en surplus quelque part ailleurs dans l'économie. Mais la question, c'est pour qui et pourquoi? Si tout déficit est bien pour quelqu'un dans les termes financiers purement, qu'est-ce que nous utilisons ces déficits pour accomplir? Qui est la bénéficiaire de ce résultat financier ou des bienfaits économiques réels? L'infrastructure mieux financée, par exemple. Alors, cela n'est pas une question d'avoir un déficit ou pas. Nous allons quasiment toujours avoir des déficits, surtout dans les pays qui ont les déficits actuels. Mais la question est pour qui et pourquoi? Alors, en 2017, les républicains, nous avons eu le président Trump, nous avons eu les républicains en contrôle du Sénat et du Parlement. Nous avons un seul vote démocrate. Les républicains ont passé un morceau de législation énorme. C'était quasiment leur seul accomplissement de l'administration Trump. Les coupeurs des impôts passaient en 2017. Alors, le taux d'imposition corporative a passé de énormément. Les taux d'imposition personnelle ont aussi baissé. Alors, le coût estimé fut 1,9 trillion de dollars. C'était le montant qui fut ajouté au déficit à travers la décennie, à travers une période de 10 ans. Tous les déficits sont bien pour quelqu'un. Alors, c'était qui a tiré les bienfaits de ces déficits? Je vais vous expliquer qui. Les corporations qui ont profité d'une très grande coupure d'impôts et tous les individus qui ont vu leur taux d'imposition marginale baisser. Alors, il y a eu les améliorations très larges à travers l'échelle des salaires, mais la majorité des bienfaits sont allés à eux dans la percentile premier des personnes les plus riches. Alors, 83% des bienfaits sont allés au premier pourcentage les plus riches. Et cela a coûté énormément pour donner les plus riches. Alors, pensons, en mars l'année passée, le Congrès avec les démocrates uniquement, pas en singulier républicain, avec président Biden en contrôle du Parlement et du Sénat, a passé leur propre législation. Cela s'appelait
le plan de sauvetage et le coût 1,9 trillion de dollars. L'argent au gouvernement local, l'argent aux chômeurs, les chèques à la plupart de familles, un crédit d'impôt d'enfants qui est donné 250 par mois à la plupart des familles avec les enfants, etc., etc. Alors, 1,3 trillion de déficit, des constituantes très, très différentes. Alors, le percentile premier a eu effectivement rien. Ils n'ont pas reçu les chèques, ils n'ont pas reçu les crédits d'impôt. Cela fut un plan fiscal qui fut visé vers le bas et le moyen de la distribution. Alors, ce que je dis est que c'est une façon de faire 1,9 trillion en dépenses déficitaires. Les deux ont les bienfaits envers les personnes, mais vers les constituants très différents. Alors, on va bouger au déficit, aux dettes. Cette affaire qu'on appelle le dette. Alors, les gouvernements vont miser leur dette pour vendre les bonds. Alors, le trésorier vont remettre des obligations. Ils vont équilibrer le dette, le déficit avec le vente des obligations. Parce qu'ils ont besoin de on pense qu'ils font ça parce qu'il faut financer leurs dépenses, mais ça, c'est pas vrai. Parce que dès qu'ils vendent ces obligations, on a déjà décidé qu'est-ce qu'on va dépenser. Dès que le Congrès vont faire leur politique et ils vont approprier l'argent pour un prochain projet fiscal, ça, c'est déjà décidé. Le reste, tout passe en arrière-plan, en coordination avec les réserves fédérales et les agents fiscaux du gouvernement et le marché financier. Et on parle des entrepreneurs primaires qui vont prendre ces bonds, ces obligations dans les encans. Et ça va être derrière les réserves fédérales. Alors, cette Fed est assurée pour que l'argent va rentrer, pour que l'argent peut sortir, parce que le gouvernement va juste échanger les dollars pour les obligations. Si, je vais juste dire ça comme ça, si le gouvernement s'investit 100 pièces dans l'économie, ils vont taxer ou imposer 90. Alors maintenant, cette 90, c'est dans le système bancaire. Ils vont équilibrer ce déficit avec le vente des obligations. Alors, on a 10 dollars verts qui vont sortir et 10 dollars jaunes vont rentrer. Alors, on va dire c'est l'argent comptant, les réserves, ça va être enlevé et puis on va mettre des dollars qui font l'intérêt et ils rentrent l'équivalent. Alors, c'est une obligation du gouvernement, c'est vraiment juste un dollar qui n'a pas de risque qui va générer l'intérêt. Alors, le gouvernement, en guillemets, emprunter l'argent, hein, ils vont juste remplacer l'argent, la monnaie, avec un autre style de monnaie. C'est une différente sécurité et c'est juste un autre type de monnaie. Alors, on pose la question, pourquoi il fait ça? Est-ce que le gouvernement a besoin de faire ça? Non, il n'est pas obligé de faire ça. Quand on crée cette monnaie, il n'est jamais obligé d'emprunter son propre monnaie pour le recevoir. Si toi, tu crées cette monnaie, et si toi, tu crées quelque chose, et vas-tu aller chez votre voisin pour emprunter la même chose que vous créez? C'est absurde. Non, c'est drôle. Il y a quelque chose d'autre qui passe. Dans le temps, il y a 100 ans, ça faisait du sens. Quand on avait le standard de l'or, quand le gouvernement voulait échanger leur dollar pour le convertir vers l'or, qui est stable, qui est quelque chose de physique, ça faisait du sens que peut-être le gouvernement voulait convertir l'argent
vers les obligations du gouvernement parce qu'ils ne pourraient pas le présenter pour l'or quand c'était demandé. Mais non, c'est plus ça en ce moment. On n'est pas, le dollar n'est pas lié à l'or en ce moment. Alors, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Le gouvernement continue à créer les obligations pour les personnes qui ont la monnaie des dollars pour l'échanger pour un type plus élevé de monnaie parce que c'est un type de monnaie qui va créer l'intérêt. Et on a cette chose qui s'appelle la dette nationale. Et dans notre cas, on parle si c'est le dette net. Et on a vu dans les nouvelles que le dette aux États-Unis national, c'est plus que 30 trillions de dollars. Et les personnes capotent parce que c'est tellement un énorme numéro. Et cet énorme numéro avec et, et c'est un et c'est un record qui, chaque année, on a besoin de regarder que le gouvernement a rajouté plus que ça, a pris et on prend l'argent qui était dépensé par le gouvernement, mais qui n'était pas repris dans un impôt ou taxation, et c'est toujours en train d'être gardé comme une sécurité gouvernementale qui génère l'intérêt. C'est déjà l'argent, c'est déjà la monnaie. Il n'y a rien à repayer. C'est déjà l'argent, c'est juste deux différentes façons de garder votre argent. Alors, est-ce qu'on peut juste vous poser une petite question de ralentir un petit peu? Alors, quand on va vendre les obligations gouvernementales, c'est volontaire, c'est un choix. Alors, comment est-ce qu'on va gérer notre dette? Qu'est-ce qu'on va faire sur l'autre côté du pandémie? C'est déjà l'argent de le repayer. C'est juste changer le papier jaune vers le papier vert. Ça, c'est pas un défi pour quelqu'un qui crée la monnaie. Vous pourrez le payer demain, juste avec un petit tape sur votre clavier. Littéralement, on pourrait juste l'enlever tout ça demain. Et il ne faudra même pas demander les personnes qui payent leurs impôts de payer quoi que ce soit, un dissous. En Japon, comme exemple, ils avaient déjà 50% de toutes leurs obligations gouvernementales de Japon. Et chaque fois, ils ont acheté à travers des années cette banque centrale. Quand ils achètent ces obligations gouvernementales, c'est comme il n'existait jamais. Parce que rendu là, c'est vraiment d'échanger de ma poche gauche à ma poche droite. Le trésorier va payer l'intérêt principal aux banques centrales et puis ça va juste retourner cet argent ou redonner l'argent au trésorier à la fin de chaque année. Et on peut juste l'oublier, plus ou moins, tu peux le rayer. Et on pourrait sortir et consommer, prendre toute cette supposément dette, soi-disant dette, si vous voulez. Ce n'est pas ce que je dis qu'on devrait faire, mais on pourrait faire. C'est un enjeu politique, la dette. C'est un défi politique, la dette, à cause de la manière qu'on parle de cette dette. Parce qu'on fait l'équivalent à la dette personnelle. Si moi, je vais physiquement dans une banque et je m'assois pour emprunter l'argent. Je suis là parce que je n'ai pas de l'argent. J'ai besoin d'emprunter l'argent du banque. Alors, quand le gouvernement va emprunter l'argent, ce n'est pas ça. C'est le gouvernement ne rentre pas sans rien dans leur
Alors, je continuerai avec quelques petites astuces et ensuite je terminerai. Alors, nous sommes dans un instant où, avec un peu de chance, nous parvenons à un moment où la pandémie sera en arrière Et déjà, vous et le entendez que ce panel est panel, censé nous forcer à penser qu'est-ce que nous allons faire maintenant et les déficits et la dette. Cela nous pousse dans une mauvaise direction et je crois que ce sera tragique si les meneurs gouvernementaux ont commencé à tourner leur attention vers le déficit et vers la dette et se trouvera vers des programmes d'austérité. Cela est ce qui est passé après la crise financière. C'est cela que nous avons permis à faire aux États-Unis. Nous avons regardé ce qui se passait dans les parties du monde et nous l'avons vu à la télévision à tous les soirs. Nous avons vu en Portugal, en Grèce, en Espagne, l'Irlande. Et nous avons les pundits partout qui racontaient le peuple américain, le président du peuple américain qui racontait que si nous n'avons pas eu notre maison fiscale en ordre, nous allons terminer comme la Grèce. Alors, le Congrès nous a donné un seul paquet de dépenses et c'était vraiment trop petit et cela n'a rien fait pour restaurer la santé de l'économie, d'avoir les emplois, etc. Et ensuite, nous avons tourné vers l'austérité. Nous avons commencé à couper les gouvernements. Nous avons eu les commissions et tout ce qui était important, l'économie réelle, l'austérité, les emplois, les salaires, de s'occuper du numéro qui tombe en arrière. Et comme j'ai dit, les économistes ont joué un rôle clé dans tout cela. Les, les économistes d'abord et haut placés ont pointé le doigt envers ce qui se passait en Europe, de ce qui allait se passer si nous allons permettre notre ratio de dette à s'élever et elle allait avoir une crise économique, etc., etc. C'était horrible et cela n'était pas logique, n'était pas correct. Et quelques-uns d'entre nous savaient qu'il n'était pas correct. Et ce que je dirais, c'est que quelques économistes en chef ont changé leur point de vue de façon importante depuis 2010. En commençant avec Olivier Blanchard, qui est très influentiel. Alors, il a décidé à un certain moment que peut-être que la dette est plus durable que nous avons compris, puisque si les taux d'intérêt restent en bas, la dette pourrait être durable. Alors, probablement, c'est correct et nous pouvons même nous permettre une déficit plus large. Alors, il a dit cela avant la COVID. Alors, la COVID a démontré que, bien sûr, si le Congrès fait un projet de loi, cela pourrait passer et autoriser la dépense de trillions de dollars entre mars 2020 et mars 2021. En an, le Congrès a engagé plus que 5 trillions de dollars dans la lutte contre la pandémie. Les gouvernements autour du monde ont eu les programmes fiscaux plusieurs fois avec plus de soutien fiscal. Alors là, les États-Unis surperforment le reste du monde en termes du taux auquel nous avons guéri notre économie. Nous avons plus de croissance. L'inflation est forte puisque dans une pandémie, nous n'avons pas le bienfait du temps sur votre côté de vraiment être de prendre soin. Il y a un peu de panique, oui, sur des milliers d'entreprises qui vont
fermer, les millions de personnes qui perdront leurs emplois. Alors, c'était très vite et à un certain point, l'inflation que nous avons aujourd'hui est un résultat des personnes qui ont eu tellement de salaires, mais aussi c'est aussi un résultat de la façon que les personnes ont essayé de dépenser ce revenu, pas sur les services, pas d'aller au bar et au restaurant et au théâtre, mais en achetant les produits durables qui ont besoin d'être manufacturés, envoyés à travers les ports, à travers les camions, etc. Et tous les problèmes qui sont entraînés. Alors oui, l'inflation est la limite, mais l'inflation échoue partout au monde, en Allemagne, des hauts de 40 ans, aux États-Unis, en Chine. Alors, ce que la théorie monétaire moderne, ce que nous a appris depuis le début, c'est qu'un gouvernement qui créait une monnaie comme le Canada, l'Australie, etc., ne peut pas plus avoir d'argent. Il n'y a pas de limite financière. Le gouvernement peut dépenser le montant nécessaire si les votes sont là. L'argent sera envoyé. Alors, nous allons pas perdre de l'argent et nous n'aurons pas une situation comme la Grèce où vous avez les dettes que vous ne pouvez simplement pas repayer puisque votre dette est dans votre propre monnaie. La Grèce emprunte dans l'euro. Voilà le problème. Alors, le TMM a tout ça correctement et il a prédit la crise de dette économique et nous a toujours dit que c'était l'inflation et pas, pas la solvabilité auquel il faut se soucier. D'habitude, avec une limite d'inflation et bien dans une pandémie, il faut décider si vous êtes prête à aller à grande échelle avec le risque de faire trop peu en savant que l'inflation pourrait être une conséquence de ces dépenses. Et finalement, je dirais que en ayant en ce moment un débat sur si nous avons besoin de nous soucier de la dette ou les déficits, je crois que l'inflation est un défi important auquel nous faisons face en ce moment et comment en faire face. La réponse d'habitude est la Banque centrale. Comment faire face à l'inflation en augmentant les taux d'intérêt? Alors, il faut se poser la question si nous croyons que les banques centrales, avec cet outil, ont pris le, le taux d'intérêt si la Banque centrale d'envoyer les taux plus élevés va fonctionner afin de rendre plus bas l'inflation qui est envoyée par la chaîne d'approvisionnement. Il se passe les grandes corporations qui utilisent leur pouvoir de prix afin d'extraire les profits plus grands et en même temps de rendre les logements plus chers, de rendre l'achat d'un auto plus cher, d'augmenter les paiements de dettes étudiantes. Alors, les taux d'intérêt sont un outil très rude et je crois que Chairman Powell aux États-Unis a utilisé que le fédéral croit que leur taux d'intérêt, l'outil contre l'inflation, est désigné afin de travailler sur un problème de demande excessive. Et ce qu'elle a dit, c'est que le problème auquel nous faisons face aujourd'hui est un défi du côté du d'approvisionnement. Alors, nous avons besoin de nouveaux outils qui ne s'appuient pas uniquement sur l'outil de taux d'intérêt. Merci tellement, professeur. Merci.